Bienvenue à ce rapport de situation. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du rapport ukrainien, mais du rapport iranien. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous couvrons l'attaque de plusieurs navires de guerre iraniens, la pression du régime, des frappes sur des sites majeurs, les contre-attaques de l'Iran et d'autres sujets. Mais d'abord, encore une chose. Je dois vous transmettre un grand merci à chacun d'entre vous qui a contribué lors de la dernière action pour une ambulance destinée à un infirmier de première ligne allemand. Tout cela s'est fait via Save Ukraine. Et d'ailleurs, elle est déjà arrivée, comme on peut le voir ici. Vous pouvez à nouveau vous féliciter car vous avez encore aidé à sauver des vies. Des rapports en provenance d'Iran montrent une fois de plus la répression brutale du régime contre toute forme de protestation ouverte, alors que des bombes tombent pratiquement dans la capitale. Alors que les bombes tombent, la population est menacée aussi par les forces de sécurité qui ont tiré sur des immeubles après que des habitants ont affiché des slogans anti-régime sur leurs balcons. Dans la vidéo, on voit clairement que les appartements sont délibérément ciblés pour intimider les habitants et empêcher d'autres protestations publiques. Cela fait partie de la stratégie du régime. Les signes visibles de résistance, tels que slogans, drapeaux, banderoles ou rassemblements publics, deviennent démonstratifs. Ils sont réprimés pour étouffer toute protestation naissante. Le fait que même de simples messages sur les balcons soient réprimés avec une violence extrême montre à quel point la direction réagit nerveusement à toute forme d'opposition visible. De telles mesures visent avant tout un objectif: contrôler totalement l'espace public et punir immédiatement toute remise en cause symbolique du pouvoir. Car comme je dois le répéter sans cesse, que ce soit pour la Russie, la Syrie ou l'Iran, le plus grand ennemi de ces pays et de ces gouvernements ne se trouve pas au front. Ce ne sont pas les forces armées qui se retournent contre quelqu'un, mais toujours le peuple lui-même. Ils se moquent du nombre de personnes à sacrifier au front pour garder le pouvoir, tant que le peuple les soutient et reste contrôlable. Si le peuple suit, le gouvernement est en sécurité. Mais si le peuple veut un changement de régime, alors ils attendront le bon moment pour exploiter efficacement une faiblesse au sein des forces gouvernementales. Et c'est précisément ce moment de faiblesse qui compte. Et c'est exactement ce qu'ils essaient de faire en réprimant, comme je l'ai dit, chaque signe de protestation. Mais que font donc les forces gouvernementales autrement? Car jusqu'à présent, il n'y a pas de combat au sol en Iran, seulement une défense contre des objets volants ou contre des civils critiques envers le régime. Des rapports indiquent que des forces iraniennes se sont aussi retranchées dans une école primaire, comme ici. Le bâtiment est donc utilisé comme couverture ou plutôt comme une sorte de poste de soutien temporaire. Car nous savons, tout comme les Israéliens, les Américains ou toute autre personne là-bas, que c'est un bâtiment scolaire. Et dès le début des combats, l'un d'eux a déjà été touché, ce qui est très très mauvais d'un point de vue médiatique. Et bien sûr, on en profite aussi. On se cache ou on se place pratiquement sous la protection d'une école, donc d'un objet qu'on n'attaquerait normalement pas militairement, et où normalement se trouvent des enfants et du personnel civil. Et ils profitent justement de cette protection pour ne pas être attaqués ici. On exploite en quelque sorte les enfants ou le personnel civil. Selon un rapport de Reuters, la frégate iranienne Dena, un navire de guerre de la classe Moby, a coulé au large des côtes du Sri Lanka. Selon ce rapport, le navire aurait été coulé par une torpille américaine. L'incident s'est produit aujourd'hui près des eaux territoriales sri-lankaises. Selon les premières informations, au moins 101 membres d'équipage sont portés disparus. 78 autres auraient été grièvement blessés. Le navire a également coulé complètement après l'attaque. À ce moment-là, l'Adena était en route pour rentrer de l'exercice naval international International Fleet Review 2026, que vous connaissez probablement sous le nom de Milan 2026, qui s'était déroulé auparavant en Inde. La classe Moby fait partie des frégates les plus modernes de la marine iranienne et est principalement utilisée pour des missions de longue distance et des déploiements internationaux. Une telle perte, surtout loin de ses propres côtes, est un coup dur pour la marine iranienne. L'explosion causée par l'impact de la torpille est déjà très grave. Comme il y a actuellement de nombreuses opinions et soi-disant experts sur Internet à ce sujet, je voudrais simplement clarifier brièvement les choses. Dans cette analyse, j'ai aussi utilisé le travail de mon collègue Antirus Blas, que je cite à nouveau ici. Les torpillas modernes explosent généralement sous un navire et non pas lors d'un impact. L'explosion crée une énorme bulle de pression dans l'eau qui soulève d'abord le navire vers le haut, comme on peut le voir ici. Ensuite, la bulle s'effondre à nouveau, l'eau est déplacée et il se forme brièvement sous le navire, une sorte de creux de vague. À ce moment-là, la coque perd son soutien par en dessous. Le navire se plie et la quille, c'est-à-dire la structure porteuse le long de la coque, peut alors se briser.
Cet effet détruit de nombreux navires et tue aussi beaucoup de membres d'équipage. Ceux qui ne meurent pas directement de l'explosion à proximité périssent à cause du soulèvement et de la chute du navire. On n'est pas attaché à l'intérieur du navire. On est soulevé très haut, puis on est laissé tomber avec toute la force et on s'écrase violemment. Des unités très grandes comme les pétroliers ou les porte-avions peuvent parfois survivre à cela, car leur structure est nettement plus robuste que celle d'une frégate. Fondamentalement, on distingue deux principaux types de torpilles modernes. Les torpilles lourdes ont généralement un diamètre d'environ 533 mm et sont principalement utilisées par les sous-marins, parfois aussi par de plus grands navires de surface. Leurs ogives contiennent généralement entre 250 et 300 kg d'explosifs et sont conçues pour détruire de grands navires de surface ou d'autres sous-marins directement au niveau de leur coque. Il existe également des torpilles légères d'environ 324 mm de diamètre. Celles-ci sont principalement utilisées par des navires, des avions ou des hélicoptères contre les sous-marins. Leur charge explosive est sans nettement plus petite et contient généralement entre 30 et 50 kg d'explosifs. Elles explosent généralement juste à côté du sous-marin ou directement contre sa coque afin de provoquer des dommages structurels. En ce qui concerne la défense, un principe très simple s'applique. La meilleure défense, c'est de ne pas être attaqué du tout. C'est pourquoi les capteurs, la reconnaissance et la neutralisation précoce de l'adversaire jouent un rôle crucial. Lorsqu'une torpille est déjà en route, différentes contre-mesures sont utilisées. Cela inclut par exemple des systèmes capables de simuler des bruits et des champs magnétiques afin de détourner la torpille vers une fausse cible. Un exemple bien connu est le système américain Nixie. Une autre méthode consiste en des systèmes qui génèrent des champs de bulles d'air dans l'eau. Ces systèmes perturbent la propagation des signaux sonars, de sorte que la torpille a plus de difficulté à localiser la véritable cible. En pratique, la défense ne fonctionne généralement de manière fiable que si plusieurs mesures de diversion sont combinées. Cependant, des systèmes isolés offrent souvent des chances de succès limitées, ce que nous pouvons également constater ici. Je pense que l'équipage n'était tout simplement pas préparé à se retrouver en danger ici. Mais ce n'était pas le seul navire. Le navire de guerre iranien Markran est en flammes dans le port de Bandar Abbas après des attaques. Des images montrent une grande colonne de fumée au-dessus du navire près du détroit stratégique d'Ormuz. Le Markran est le plus grand navire de la marine iranienne. À l'origine, il s'agissait d'un pétrolier qui a ensuite été transformé en base flottante. Depuis sa mise en service en 2021, le navire servait principalement de plateforme logistique et de porte-drones. Sur le grand pont, plusieurs hélicoptères pouvaient opérer et il était également possible d'embarquer et d'utiliser des drones ainsi que des systèmes de missiles. Grâce à sa portée énorme, le navire joue un rôle important dans les opérations de longue distance de l'Iran en mer. Le Markran était conçu pour approvisionner les unités navales iraniennes loin de leurs propres côtes et pour soutenir des opérations sur de grandes distances. Ici aussi, cela représente une perte sensible pour la marine iranienne, et ce n'est toujours pas terminé. La corvette Soleimani IS Shahid Shirazi a également été remorquée depuis la côte iranienne par la mer, a gravement endommagé le missile cible, mais ne l'a pas coulé. Les forces américaines ont publié des images censées montrer comment des drones Shahed 136 iraniens sont déjà détruits sur leur rampe de lancement avant même de pouvoir être utilisés. Dans les vidéos, on peut voir des frappes aériennes précises, où plusieurs drones sont préparés ou stockés sur des rampes de lancement ou simplement au sol. Les attaques visent spécifiquement l'infrastructure afin de neutraliser les systèmes avant même qu'ils ne puissent y décoller. De telles frappes poursuivent un objectif très clair: neutraliser les menaces à l'avance au lieu d'avoir à les intercepter péniblement plus tard dans les airs. Ainsi, drones, rampes de lancement et éléments logistiques sont frappés simultanément. Et cela a du sens, car pendant que le combat continue, l'Iran tire chaque jour des drones et des missiles vers 8 autres pays, et souvent la défense aérienne échoue. C'est pourquoi il est évidemment judicieux de détruire les dépôts et les rampes de lancement avant qu'ils ne soient utilisés. L'Ukraine souffre depuis le début d'une pénurie chronique de missiles intercepteurs Patriot de type Pacte 3. Ces mêmes missiles sont également utilisés actuellement en grand nombre au Moyen-Orient pour intercepter les missiles balistiques iraniens. Zelensky tente donc de trouver une solution pragmatique à la situation actuelle. Il a proposé aux alliés américains de la région du Golfe un échange possible. Des États du Moyen-Orient pourraient fournir à l'Ukraine des missiles Pacte 3. En échange, l'Ukraine partagerait avec eux son expérience et ses systèmes de défense contre les drones. Zelensky a qualifié cela d'échange équitable. Le contexte est la différence fondamentale dans la situation de menace. Les États du Golfe sont principalement confrontés à des missiles balistiques, contre lesquels les systèmes Patriot avec les missiles Pacte 3 sont particulièrement efficaces. Et cela depuis longtemps déjà.
Cela signifie qu'ils disposent souvent d'un grand stock de ces missiles, tout comme d'un grand stock de drones. L'Ukraine, en revanche, doit chaque jour se défendre contre un grand nombre de drones Shahed iraniens ou contre la copie sous licence des Russes, deux pour lesquels les coûteux missiles Pacte 2, 1 ne sont en réalité pas adaptés. Pour cela, ils ont également développé de nombreux autres systèmes eux-mêmes, afin de pouvoir faire face aux grands essaims de drones. Le système Patriot est conçu pour intercepter des missiles à courte portée et protéger une ville contre ces attaques. Il est beaucoup moins efficace contre les drones bas ou les missiles de croisière. Surtout parce que chaque missile Patriot 3 est extrêmement coûteux et que l'utilisation contre de simples drones ne serait guère rentable. Zelensky essaie cependant d'exploiter ici les différents besoins. Les États du Golfe disposent justement de munitions Patriot, mais ont peu de moyens pour la défense contre les drones, tandis que l'Ukraine a acquis une grande expérience dans la défense contre les attaques massives de drones, mais possède très peu de missiles Patriot 3. La possibilité qu'un échange réel découle de cette proposition dépend désormais des discussions entre les États concernés. Mais le Premier ministre britannique a également déjà annoncé qu'ils avaient demandé l'aide de l'Ukraine à ce sujet, et que cela permettrait également d'autres discussions. Plusieurs drones iraniens ont frappé le consulat américain à Dubaï. Selon les premiers rapports, les drones se sont écrasés directement sur le site, provoquant un important incendie. Une épaisse fumée s'élève sur le site, certaines parties du complexe semblent en feu. Aucune information confirmée pour l'instant sur d'éventuelles victimes ou l'étendue des dégâts. Les équipes de secours et de sécurité sont sur place. L'attaque représente une nette escalade car c'est une installation diplomatique officielle des États-Unis, le consulat, qui a été touché. Merci à tous les abonnés, l'équipe Algo et spécialement au lieutenant-colonel René Queux, Sila Dietrich, Freddy Meyerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.